Merci Olivier. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier Olivier et l'École des Chartes de cette invitation qui m'honore et m'émeut, je dirais. Il y a de cela presque 20 ans, du haut de mes 18 ans, au moment de faire le choix fatidique des études, je n'ai pas choisi ou voulu devenir élève de l'École des Chartes au titre étranger, mais c'est tout simplement parce que j'ignorais l'existence de l'École des Chartes, et c'est au fil de mes études que mes professeurs m'ont parlé de ce grand concurrent des MGH qui était l'école, et voilà, c'est après coup. Je dois parler plus fort ou rapprocher le micro. Voilà, et donc cette invitation comme professeur invité me met un peu du baume au cœur en quelque sorte. Comme le rappelle Olivier, mes travaux portent pour une bonne part depuis quelques années sur ce qu'il est convenu d'appeler maintenant les pratiques de l'écrit. On commence à utiliser l'anglicisme de littératie, mais il n'est pas encore tout à fait reçu, je crois. Pratique de l'écrit documentaire, votre appellation convenue pour désigner plutôt le domaine du document d'archives, du document administratif par opposition au document littéraire. Écrit documentaire en milieu seigneurial, alors pour être plus précis, en milieu infraprincier, comme l'expression n'est pas belle, mais voilà, elle me paraît au moins avoir le mérite d'être claire, milieu infraprincier qui comprend à la fois des barons, des seigneurs, des châtelains non titrés et des comtes de second rang, des petits comtes que je mets un peu dans le même panier dans ces recherches, donc qui portent essentiellement sur les 11e, 12e, 13e siècles. Quels sont les objectifs de ces recherches ? Alors, en gros, il s'agit tout d'abord de montrer l'existence même de cette documentation seigneuriale. Cela ne va pas tout à fait de soi, dans la mesure où elle est peu connue. En montrer l'existence, la caractériser, du point de vue chronologique, typologique, volumétrique, si tant est que ce soit possible, technologique en quelque sorte aussi. Ensuite, apprécier l'importance de cette documentation seigneuriale, c'est-à-dire mettre en lumière la dynamique propre aux centres d'écriture seigneuriaux et cerner la part de cette dynamique dans l'essor général de l'écrit au XIIe et XIIIe siècle, ce qu'on appelle parfois la révolution de l'écrit. Corollairement, il s'agit de distinguer de discerner les influences qui sont à l'œuvre sur cet écrit seigneurial. Quel est le poids supposé important en général des modèles fournis par les administrations royales et princières? Quel est le poids de ce modèle en particulier dans le Nord venant de l'Angleterre, dont on connaît l'avance en la matière? Le poids des traditions ecclésiastiques séculaires, l'influence aussi, toujours dans ce nord, du monde urbain, c'est la zone la plus urbanisée de l'Europe à cette époque. Bref, faire la part de l'imitation, du mimétisme, en quelque sorte, et de l'innovation proprement dite. Enfin, dans une perspective plus classique d'historien, cerner l'arrière-plan sociopolitique, économique, juridique dans lequel cet écrit seigneurial se développe. Il s'agit notamment de réfléchir à une hypothèse émise par Gabriel Spiegel en rapport avec avec les traductions du pseudo-Turpin, donc ces récits de la vie de Charlemagne légendaires qui sont traduits en français dans le nord de la France à la fin du XIIe siècle, apparemment à l'initiative plutôt de la petite aristocratie, et que Gabriel Spiegel met en rapport avec la tension qui existe alors entre les aspirations à l'autonomie de cette aristocratie qui est effectivement très indépendante jusque-là, mais qui subit d'un coup à la fin du XIIe siècle la centralisation princière et royale évidemment.
L'historiographie dans le domaine est étonnamment pauvre, malgré la vague montante des recherches sur la littératie médiévale. Voilà que je mets à utiliser le néologisme. Pourquoi cette pauvreté? Je pense qu'elle s'explique. Alors d'une part, il y a évidemment cette antinomie entre le monde, la vision traditionnelle que l'on peut se faire du monde féodal et le monde de l'écrit, auquel, envers et contre tout, on attache une certaine idée de modernité qu'on ne trouverait pas dans cet univers féodal. Plus simplement, les diplomatistes, depuis toujours, je dirais, ont porté leurs efforts sur les chancelleries supérieures, et même lorsqu'ils s'interrogent, par exemple, sur des questions d'histoire archivistique, s'intéressent plus volontiers, plus facilement aux grands ensembles documentaires, royaux, monastiques, urbains. Et de fait, troisième élément d'explication, cette documentation seigneuriale, par opposition à la précédente, est d'une part extrêmement mal conservée, et d'autre part, pour ce qui a malgré tout survécu, peu accessible, peu visible dans les archives, et certainement très éclatée. Donc il y a peu de travaux à visée synthétique, je dirais, dans le domaine. Je vais néanmoins évoquer deux travaux importants. D'une part, évidemment, le grand classique de Michael Clanchy, dont une troisième édition révisée vient de paraître. Le premier chapitre a été entièrement réécrit. Donc, comme on le sait, Clanchy se concentre sur l'écrit pragmatique, dont il décrit brillamment l'essor au XIIe, XIIIe siècle essentiellement. Personnellement, je lui ferai un peu le reproche de mettre trop l'accent sur l'administration royale, si brillante et si importante soit-elle, sur la documentation épiscopale également, au détriment justement de cette documentation intermédiaire de l'aristocratie anglo-normande qui a laissé de beaux restes et auquel Clanchy s'est très peu intéressé. Très peu, c'est moins intéressé, disons, et je ne lui jette pas la pierre parce qu'il manquait de travaux de référence aussi sur le sujet. Plus récent est le livre de Martin Aurel, dont je reprends en quelque sorte le titre dans mon intitulé. Martin Aurel qui s'est concentré dans ce livre sur l'émergence de la figure, du type social, dit-il, il va peut-être un peu loin, du miles literatus au XIIe et XIIIe siècle. Donc dans une première partie, il montre bien que le niveau d'éducation lettrée de l'aristocratie se renforce considérablement au XIIe et au XIIIe siècle, ce qui donne accès pour cette aristocratie au monde de la littérature religieuse, philosophique, mais aussi récréative, très importante évidemment pour la noblesse. Littérature que Martin Aurel relie à l'émergence de l'éthique chevaleresque, des manières courtoises, donc prêtant en quelque sorte des vertus civilisatrices à cette littérature à laquelle l'aristocratie accède au XIIe, XIIIe siècle. Il se montre discrètement critique envers Michael Clanchy, un peu à mots couverts, auquel il reproche de trop insister sur les ressorts utilitaires, pragmatiques de cette révolution de l'écrit, qui aurait été, dans notre perspective utilitaire, qui aurait été le moteur de cette révolution, plus que son pan littéraire défendu par Martin Aurel. Et donc Martin Aurel n'aborde lui pas du tout dans son ouvrage cet autre pan de la culture écrite qu'est l'écrit documentaire. Alors évidemment, l'un et l'autre en conviennent, les deux vont de pair, ils sont
d'accord pour le dire. Et on va le voir aussi, enfin on ne va pas le voir parce que non, je ne fais pas parler tellement de littérature chez mes barons du Nord, même si la dimension est très présente. Les barons du Nord sont des mécènes, sont des commanditaires de traduction, se font eux-mêmes auteurs de littérature récréative à certains moments. Je songe par exemple à Conon de Béthune, qui est un frère cadet de la famille de Béthune, qui prend la plume, nous a laissé de la poésie. Alors, de quel baron vais-je vous parler? Voici mon rectangle heuristique, qui aurait pu être un cercle. Région, donc c'est vraiment la pointe nord de la France, qui inclut le sud de la Flandre, l'Artois, la Picardie, le Vermandois, zone de confins, où on le sait, d'autres l'ont dit avant moi, ne se développe pas de principautés fortement charpentées et où du coup prospèrent des pouvoirs locaux extrêmement forts, en tout cas jusqu'au moment du retour de Philippe Auguste à la fin du XIIe siècle. Nous sommes ici avant les dernières conquêtes de Philippe Auguste. Le Vermandois est déjà intégré au domaine royal, mais pas encore l'Artois. L'intérêt de cette zone est de nous livrer plusieurs gisements documentaires. Je crois que le père de la formule est devant moi, Laurent Morel. Gisements documentaires extrêmement importants, extrêmement négligés, et qui se trouvent donc à la base de mes travaux. Je les énumère rapidement pour situer les choses. Tout d'abord, il ne s'agit pas de gisements documentaires proprement dit, mais on dispose dans la région de plusieurs éditions d'actes par auteur pour des petits espaces voisins, type d'édition assez rare parce que très lourd à mener évidemment, donc pour les comtes de Ponthieu, les comtes de Saint-Paul, et on a aussi les actes des seigneurs de Nesle, qui deviennent comtes de Soissons au milieu du XIIe siècle, donc c'est un corpus un peu hybride. Mais l'essentiel n'est pas là. Il se trouve plutôt dans des fonds d'archives d'origine seigneuriale. Archives des seigneurs de Béthune, des seigneurs de Piquigny, des seigneurs d'Audenarde, des seigneurs de Guise aussi. On a un cartulaire tardif mais qui a une certaine profondeur de champ. Donc voilà, alors je développerai plus tard le contenu très différencié de ces archives. Je soulignerai simplement que même si ce corpus est la conséquence de hasard documentaire en quelque sorte, il n'en est pas moins cohérent parce que les seigneurs, les comtes dont ils émanent, je dirais, sont tous dans cette situation de seigneurs périphériques, que ce soit la périphérie de la Flandre, de la Normandie ou du domaine royal. Ils évoluent à ce niveau, à peu près au même niveau de la hiérarchie des pouvoirs, juste en dessous des princes. Les barons dont je parle ne sont pas de petits chevaliers, ce sont les aristocrates les plus importants, les plus puissants de la région. Les seigneurs de Béthune, les seigneurs d'Audenarde par exemple, sont pairs de Flandre, ce sont une douzaine de familles aristocratiques qui constituent la crème de l'aristocratie flamande. Ces différentes familles d'ailleurs se connaissent, se côtoient, se marient entre elles, entretiennent des liens d'amitié, de vassalité, ça ressort à plusieurs moments. Vous verrez que le lien parfois aussi documentaire. Voilà, je présente très brièvement, le plan il est très simple, il est classique finalement. J'aborderai dans un premier temps la production écrite, qui est la première aussi chronologiquement, production écrite à destination de l'extérieur, donc la production d'actes destinés à des tiers. J'évoquerai ensuite
la production d'une documentation destinée à une utilisation interne, dans le cadre de l'exercice du pouvoir, de la gestion de la seigneurie, et dans un troisième temps, la problématique de la gestion de cette documentation à partir du moment où elle commence à s'accumuler dans les tours et les chapelles, donc la question de la mise en archive. Alors, la question de la diplomatique seigneuriale est avant tout finalement celle de son existence, de son autonomie. Cette diplomatique seigneuriale n'a pas bonne presse auprès des diplomatistes qui ne lui trouvent pas les caractéristiques qu'ils estiment être fondamentales pour déterminer le travail d'une chancellerie, donc à savoir des critères de standardisation, matérielle, formelle, textuelle, qu'effectivement, et je n'essayerai pas d'inverser cette vision des choses, on ne trouve pas dans la production de mes petits contes et de mes barons septentrionaux, même au XIIIe siècle, quand leur production d'actes devient plus massive, on ne trouve pas de production standardisée. Voici par exemple un échantillon d'actes du seigneur d'Audenarde, très ramassé dans le temps, les années 1260-1270. La diversité prévaut. Manifestement, la plupart des actes continuent à être rédigés par les bénéficiaires, par des tiers ou des clercs occasionnels. Le tableau est à nuancer, vous le verrez, mais on ne trouve que très rarement, ne serait-ce que des mains qui témoigneraient de la présence régulière de scribes au service de ces comtes ou de ces seigneurs. Mais par exemple, dans les quelques 400 actes des comtes de Saint-Paul que j'ai trouvés jusqu'à la fin du XIIIe siècle, il n'y a guère qu'une main qui émerge au début du XIIIe siècle dans quelques petits actes produits pour le compte de la comtesse de l'époque. Voilà. Donc, a priori, pas de chancellerie comtale et donc pas d'autonomie diplomatique, au sens où l'entend Benoît Toc, pas de chancellerie qui produit au moins une partie significative des actes d'un auteur. Je pense que cette vision des choses est une impasse en l'occurrence, et si on n'y prend pas garde, conduit à sous-estimer gravement la prise en main de cet écrit diplomatique par les intéressés, donc par les auteurs de ces chartes. Il faut tenter d'aborder la question différemment, en s'intéressant notamment, on va le voir, aux clercs qui sont tout de même présents dans ces entourages comtaux seigneuriaux à partir de la fin du XIIe siècle et à l'activité de ces clercs. Mais je vais commencer mon histoire par un acte de naissance qui me paraît important, l'acquisition du sceau, tout simplement. Acquisition du sceau qui marque une première forme de contact avec l'écrit et qui, on va le voir, coïncide, évidemment, c'est logique en un sens, coïncide avec le démarrage d'une diplomatique propre à ces comtes et seigneurs. Et ce sceau, une fois acquis, devient d'emblée un symbole du pouvoir extrêmement important qui vit presque à cet égard une existence propre, mais qui ne peut pas être complètement détaché dans l'esprit de leur détenteur de sa fonction première de validation des actes produits par leur auteur. J'ai cherché à recenser de manière systématique tous les sceaux
princiers, comtaux, seigneuriaux des premières décennies. Je me suis arrêté en 1120 parce que au-delà, voilà, les sceaux se multiplient, l'enquête deviendrait trop lourde, mais cette enquête centrée donc, sur en gros le premier demi-siècle de développement de la sigillographie aristocratique offre des résultats intéressants. Donc, si on s'en tient aux premières décennies, années 1060, 1070, 1080, voilà, le tableau auquel on arrive n'est guère différent de ce qu'on avait écrit jusqu'à présent. Seuls les plus grands princes territoriaux brisent l'interdit, le monopole royal pontifical du sceau et acquièrent eux-mêmes leur propre sceau. Manifestement, comme on le sait depuis longtemps, celui qui brise le tabou le premier, c'est Guillaume le Conquérant, qui apparemment invente le type, appelé à faire Flores, du sceau équestre de guerre. La situation est très particulière, évidemment. On a affaire à un duc qui devient roi, et qui apparemment se dote d'un sceau biface à ce moment-là, donc sceau dont un côté le présente comme roi d'Angleterre et l'autre comme duc de Normandie. Selon certains, ce sceau ducal aurait pu préexister à 1066, mais ce n'est pas démontré. Ce qui est intéressant dans ma perspective septentrionale, c'est que très rapidement, le comte de Flandre lui donne la réplique en se dotant lui-même d'un sceau équestre de guerre, non pas à la lance, mais à l'épée, ce qui peut être perçu comme une volonté de se démarquer de son voisin et rival. Tous les sceaux antérieurs sont des faux. Je sais qu'on parle du sceau des comtes de Flandre au Xe, dans les années 1030. Il a été récemment démontré qu'ils sont tous faux. Celui que je vous montre est tenu pour faux, mais je peux démontrer qu'il est authentique. Enfin bref, tout ça est extrêmement compliqué, surtout pour les origines. Les faux fourmis. Voilà, donc pour la situation de départ. Si on se reporte une trentaine d'années plus tard, en 1120, on voit que la possession du sceau s'est déjà pas mal développée dans une ère plus restreinte. On se trouve au nord de l'Aquitaine et de la Bourgogne, avec un foyer déjà seigneurial. C'est une surprise, en tout cas à mes yeux, entre le sud de la Normandie et l'Anjou, mais un deuxième foyer, comtal. On est dans le monde de ces petits comtes, foyer donc septentrional, en Flandre, en Vermandois, qui, pour partie, se rattache au monde anglo-normand. Et je pense que c'est l'une des explications, en tout cas le contexte de cette première diffusion du sceau, en partie. Parmi les premiers détenteurs d'un sceau se trouvent la plupart des barons qui ont accompagné Guillaume le Conquérant à Hastings et se sont vus récompensés par des fiefs anglais. On a toute l'aristocratie de la façade maritime picarde, des marges de la Normandie, de la Bretagne se dotent extrêmement tôt d'un sceau. Tous ces sigillants ont pour caractéristique d'avoir un pied sur le continent, un pied en Angleterre, et se trouvent confrontés à la nécessité de gérer des domaines séparés par la mer, de communiquer à distance, et doivent avoir, dès ce moment-là, développé une certaine pratique de l'écrit, dont il ne nous reste pas grand-chose, mais que leur sceau signalerait comme importante d'emblée. Dans mon rectangle heuristique, voici le palmarès des premiers sigillants, comte de Boulogne, comte de Ponthieu, qui sont des alliés du duc de Normandie, très clairement. Un peu plus tard, les petits comtes de Guînes et de Saint-Paul, on est dans les années 1110, 1120, et on voit que malgré tout, il y a un certain marquage de la hiérarchie. Les seigneurs suivent plus tard, dans les années 1130, 1140, 1150, ce qui est plus classique par rapport
aux travaux donc, en matière de sigillographie. Je vous parlais de l'importance qu'ont revêtu ces premiers sceaux aux yeux de leurs possesseurs dès les origines. On n'en a pas de témoignage direct, évidemment, mais un phénomène particulier me semble le démontrer, c'est le fait que ces premiers sceaux princiers ont été très souvent, non pas détruits ou mis hors service à la mort de leurs possesseurs, mais carrément récupérés, remployés, réutilisés par leurs successeurs, au singulier ou au pluriel, qui en ont fait leur propre sceau, leur propre insigne du pouvoir, quitte à regraver la légende du sceau si leur nom n'était pas celui de leur prédécesseur. C'était techniquement tout à fait faisable. Dans ces sigillants, j'ai relevé 3 cas. Il y en a peut-être eu d'autres qui ne sont pas visibles parce qu'on a perdu, parce qu'on n'a pas d'empreinte conservée. Le cas des comtes de Ponthieu est particulièrement frappant. Donc on a du sceau de Guy Ier de Ponthieu que ce dessin fort maladroit, mais néanmoins précieux, qui nous permet de constater que ses successeurs, et ce jusqu'au début du XIIIe siècle, ont réutilisé sa matrice, en regravant plusieurs fois le nom du sigillant, et cette matrice de Guy Ier sera en service jusque dans les années 1220. Guillaume II se fait graver un nouveau sceau, mais il utilise concomitamment les deux selon une logique qui nous échappe. Donc un objet investi évidemment d'une énorme charge symbolique en termes de commémoration dynastique, de manifestation de la continuité du pouvoir, qui a pour origine tout de même ce lien avec la validation des actes écrits. Même chose pour les comtes de Saint-Paul, c'est pour le plaisir de vous montrer quelques sceaux. Pour les seigneurs de Piquigny, Gérard Ier se fait graver une copie maladroite de celui de... C'est le modèle de Guillaume le Conquérant, en fait, qui est repris par Guy de Ponthieu et très maladroitement par Gérard de Piquigny. Vous voyez que son successeur, qui n'est pas son successeur direct, à la fin du XIIe siècle, reprend cette vieille matrice aux allures très archaïques et la fait sienne. Voilà donc le moment zéro, je dirais, de l'écrit seigneurial, l'acquisition du sceau. Alors les actes eux-mêmes, je ne vais pas vous en dire grand-chose, simplement tracer quelques lignes de force. Voici, toujours dans ce souci de fixer la chronologie pour mettre les différents éléments du puzzle en résonance, la chronologie des premiers actes des auteurs auxquels je m'intéresse. La chronologie est assez proche, en toute logique, de celle de l'acquisition du sceau. Donc on a, de manière très isolée, quelques actes des comtes de Ponthieu de Saint-Paul, déjà au milieu du XIe, mais leur production ne devient, si pas significative, plus régulière qu'à partir, disons, de la fin du XIe, voire du début du XIIe pour les comtes de Saint-Paul. Les comtes de Boulogne, de Guines entrent dans la danse au tournant du XIe siècle aussi. On retrouve, à quelques petites exceptions près, ce décalage dans le chef des seigneurs dont titrés, malgré tout, qui ne commence à instrumenter de manière significative qu'au milieu du XIIe siècle, au moment où ils jugent nécessaire de se doter eux-mêmes d'un sceau. Il faut s'en remettre au corpus par auteur pour pouvoir observer l'évolution de cette production diplomatique. Donc voilà les courbes combinées qu'offrent les actes des comtes de Ponthieu et des comtes de Saint-Paul jusqu'en 1280. On voit que le véritable démarrage se produit pour ces comtes, en fait, comme pour les seigneurs non titrés, au milieu du XIIe siècle, qui est un palier important, et même au niveau production royale, pontificale. Il y a un graphique de Michael Clanching que
que l'on voit régulièrement, qui montre ce palier du milieu du XIIe siècle, qui est aussi très net ici, qui correspond aussi à une moyenne picarde telle qu'avait pu la calculer la grosse louche Robert Fossier. Donc une accélération dans la seconde moitié du XIIe siècle, avec un palier qui est atteint dès le début du XIIIe siècle. Bon, la documentation produite à l'aube de la quatrième croisade, évidemment, marque déjà un apogée. Donc une production haute qui se maintient toute la première moitié du XIIIe siècle et qui fléchit, c'est aussi classique dans ce genre de courbe, après le milieu du XIIIe siècle. Pour comparer avec un niveau supérieur, ici celui des ducs de Brabant, on a la chance d'avoir un recensement des actes ducaux jusqu'au XIVe siècle. Bon, vous voyez quelque chose d'un peu différent, une progression plus régulière sur tout le XIIe siècle, elle a démarré plus tôt, et à nouveau cette accélération tout de même dans le premier quart du XIIIe siècle. Donc, par rapport à cette courbe, ce qu'on voit chez les seigneurs, chez les petits comtes, c'est une espèce d'effet de rattrapage qui conduit aux premières années du XIIIe siècle. Donc, comme je vous le disais en introduction, même lorsque, dans les premières décennies du XIIIe siècle, la production est beaucoup plus importante, beaucoup plus régulière, on ne trouve pas de standardisation des actes, de volonté de manifester une maîtrise formelle de la documentation. Ce qui, en revanche, peut être mis en lumière à cette époque, fin XIIe, début XIIIe, c'est l'émergence de clercs. C'est généralement le terme clericus qui leur est appliqué, donc d'un personnel auquel on ne s'est guère intéressé. Voilà, ce sont quelques souscriptions dans les actes, généralement sporadiques, qui n'ont guère retenu l'attention, et je crois que c'est une erreur. Alors c'est vrai que si l'on s'en tient aux mentions, aux souscriptions de chancellerie, par exemple, qui sont en fait très rares, disons des listes de témoins qui font état de ce personnel, c'est assez sporadique. On ne trouve que une certaine régularité dans l'entourage des comtes de Ponthieu. Dès 1100, on a un profil de clerc chapelain, un binôme apparemment, qui est régulièrement présent durant tout le XIIe siècle. Parfois avec le titre de chancelier, qui disparaît des actes après 1218, mais c'est un effet de source. Les listes de témoins disparaissent, le poste de chancelier s'efface comme il s'efface à la chancellerie capétienne, donc ce n'est pas en soi l'indice d'un recul, d'un fléchissement, d'une perte d'importance de ce personnel, pas du tout. Mention d'un chancelier à Saint-Paul dans les années 1190, même chose à Nesle, Soissons, au milieu du XIIe siècle, et chez les seigneurs Béthune, Piquigny, Audenarde, ce que l'on a, ce sont des mentions tout à fait sporadiques de clériquie, de magistrie, à fin XIIe, début XIIIe. En soi, donc, rien de très frappant. Ce qu'il est beaucoup plus, c'est l'existence de chartes. Vous voyez, pour les seuls potentats auxquels je me suis intéressé dans ce petit espace du nord de la France, pas moins de 7 chartes qui s'échelonnent des années 1160-1170 au deuxième quart du XIIIe siècle, chartes par lesquelles le comte, le seigneur, récompense ses clercs pour leur service, et les récompense généreusement, leur accorde parfois des biens à titre de fief, donc les intègre
vassalité. Le vocabulaire est intéressant, hein, c'est souvent clericus meus, hein, il y a donc ce lien personnel qui est affiché avec le seigneur, parfois mention de la qualité, hein, de magister, donc d'une formation plus ou moins poussée, et ces récompenses occasionnelles peuvent être faites pro servitio meo, c'est-à-dire vraiment au titre de la rétribution d'un office. Hein. Ce mode de rétribution occasionnelle les assimile tout à fait à d'autres officiers, hein, comtaux ou seigneuriaux, officiers avec lesquels d'ailleurs on va le voir, ils sont en rapport dans le cadre d'activités similaires. Les personnages qui émergent dans ces documents, avant, je fais un petit focus sur un document extérieur à mon aire de recherche, document champenois, mais qui montre, si besoin était, que ces clercs sont clairement associés à l'administration seigneuriale, à la production d'actes. Hein. Donc nous sommes dans la seigneurie de Châteauvillain en Champagne. Même chose, hein, le seigneur de Châteauvillain octroie ici une chapellenie, on le voit aussi dans les actes qui précèdent, c'est un type de récompense très pratiqué. Une chapellenie à son clerc qui a reçu également le droit de sceau, hein, et le droit de Moncel qui est sien, cum de charte et d'autres lettres. On ne peut pas être plus clair. Acte dans lequel on envisage par ailleurs que ce clerc puisse aller en formation continuée, manifestement, en tout cas se rendre à l'école. On ne sait pas très bien parce qu'il est en passe de devenir prêtre, donc est-ce que c'est pour devenir prêtre ou est-ce que c'est pour se perfectionner dans les écritures seigneuriales? Voilà, l'histoire ne le dit pas, mais un acte qui complète bien les autres. Donc, pour ces clercs qui émergeaient dans ces documents-ci, la plupart ne sont pas connus. Deux, tout de même, se détachent. On peut cerner un peu leur profil et cela donne des éléments assez révélateurs. Il y a tout d'abord un certain Sylvestre, clerc du comte de Ponthieu entre les années 1180 et 1210, très souvent présent dans les actes, 34 souscriptions, qui ne disent rarement quelle est son intervention. On en a juste une, un isolé qui évoque la relecture de la charte. Mais, autre élément intéressant, on voit à deux reprises ce clerc intervenir en dehors de son bureau d'écriture. Il est sur le terrain avec d'autres officiers comtaux pour, dans un cas, régler un litige au nom du comte, dans une activité en quelque sorte de juge ou d'arbitre, et dans une autre, je ne sais plus quel est l'objet de l'acte, mais il est de pair avec un autre personnage qualifié de baillivus du comte. Donc il faut imaginer une palette d'activités large. Dernier élément concernant ce personnage, il possède son propre sceau, ce qui est assez marquant. Clovis Brunel, qui avait dressé le catalogue des sceaux des comtes de Ponthieu, ne s'est pas du tout rendu compte que ce contre-sceau, de temps en temps apposé au revers du sceau du comte, est en fait celui de ce Sylvestre. Donc c'est un indice de plus qui souligne l'importance de cette figure dans l'entourage comtal. J'ai trouvé un autre cas en Angleterre, décrit comme unique par les historiens anglais, celui d'un certain Guillaume Barbe d'Avril, qui lui aussi a son propre sceau, qui l'appose comme contre-sceau au sceau des comtes de Chester. Il est en fait le clerc principal, le chancelier, si vous voulez, des comtes de Chester dans les années 1170. C'est même une dynastie de Guillaume Barbe d'Avril, 1, 2, 3, qui sont au service des comtes de Chester, donc des figures qui occupent manifestement une place très importante dans ces entourages comtaux seigneuriaux.
Même chose chez ce chancelier des comtes de Saint-Paul, hein, donc actif au service du comte Hugues IV entre la 3e et la 4e croisade, qui est par ailleurs chanoine de la cathédrale d'Arras. Alors, son intervention se limite sans doute souvent à poser, contrôler l'acte établi par le destinataire, à poser le son comtal. On le voit de temps en temps faire fabriquer des chartes par la chancellerie épiscopale d'Arras, bien étudiée, donc facilement repérable. Donc il s'adresse à ses collègues. Je pense que lui-même parfois prend la plume pour certains petits actes, même si c'est difficile à démontrer. Il quitte le service comtal à l'aube de la 4e croisade, mais chose intéressante, on le retrouve dans l'entourage de la comtesse de Saint-Paul dans les années 1220, un moment bien particulier, quand elle est criblée de dettes, et son fils aîné lui propose de la soulager financièrement, à condition évidemment de lui abandonner le comté. Donc il y a toute une série, tout un règlement financier qui est établi à ce moment-là, et le conseiller, l'adjuvant de la comtesse dans ce moment difficile, est ce Robert de Saint-Paul, qui a donc manifestement des compétences aussi financières. Alors j'en viens à ma deuxième partie, donc dans la foulée de ce constat de la présence de personnages importants dans les entourages comtaux seigneuriaux qui n'écrivent pas eux-mêmes les chartes qui sortent de l'officine comtale seigneuriale, qui ont d'autres activités et aussi certainement d'autres activités dans le domaine de l'écrit de gestion. Je vous propose ici une sorte de petite balade documentaire dans les écrits de gestion internes de ces seigneuries septentrionales. La balade commence à Piquigny, toute fin 12e, début 13e, où des clercs, on rencontre leur nom dans les chartes, un certain maître Jean à ce moment-là, dresse un long rouleau dans lequel sont consignés les noms, les fiefs, le type d'hommage d'une bonne centaine de chevaliers qui sont dans la vassalité des seigneurs de Piquigny. Alors, ce document-là est assez isolé dans le temps, dans la documentation. Il a tout de même un répondant monastique, celui-là, qui est un rouleau de la même nature en quelque sorte, mais dressé par les moines de Corbie, qui s'amusent à dresser la liste de leurs vassaux, ou ce qu'ils considèrent en tout cas comme leurs vassaux. On trouve un peu de tout, des avoués, des maires, etc., donc des officiers monastiques. On retrouve d'ailleurs dans cette liste le seigneur de Piquigny, donc je pense qu'il y a une résonance entre les deux documents. Je serais tenté de dire que pour une fois, les moines ont copié les sires et pas l'inverse. Mais voilà, c'est difficile à établir. Donc vous voyez que ces premiers documents sont de nature féodale. C'est effectivement une préoccupation majeure de cette moyenne aristocratie qui se trouve elle-même à un niveau intermédiaire de la pyramide féodale, qui tient des fiefs des princes et qui en cède elle-même à la petite aristocratie chevaleresque qui éprouve le besoin de faire le bilan de ces clientèles vassaliques à partir du début du XIIIe siècle. Plus tard, dans le comté de Saint-Paul, on trouve aussi ce genre d'exercice avec des descriptions, cette fois extrêmement poussées, des descriptions très fines des fiefs concédés à toute une série de vassaux. Alors, ce que j'ai retrouvé, c'est un fragment en fait de quelques folios qui concerne une seule châtellenie. Je ne sais pas si l'enquête s'était étendue à tout le comté ou pas. Si on se déplace vers Béthune, on retrouve le même type de document, en avançant un peu dans le XIIIe siècle. Donc ici une liste de plus de 200 vassaux des seigneurs de Béthune, alors parfois de très petits vassaux qui sont sans doute des paysans prétentieux, mais tout de même on liste 200 obligés des seigneurs de Béthune.
en restant dans ce même fonds des seigneurs de Béthune, hein, qui est extrêmement bien préservé, qui a eu la chance en fait d'être versé dans les archives des comtes de Flandre au milieu du XIIIe siècle, où on l'a un peu oublié, il s'est fossilisé et conservé jusqu'à nous. On trouve aussi des documents qui concernent là, pour le coup, la partie non inféodée du patrimoine seigneurial, le domaine. Ici, donc, une liste de cens perçus par les officiers seigneuriaux, difficile à dater, peut-être année 1220-1230. Je dois encore en pousser l'étude. Vous voyez apparaître un autre clerc, hein, qui peut-être signe son travail, un certain Robertus Clericus, qui n'est pas signalé par ailleurs. Arrivé au milieu du siècle, on a des états des documents là plus proprement comptables, des états des recettes de la seigneurie de Béthune. Bon, ici on est au moment où la seigneurie bascule dans le domaine comtal flamand, donc il est difficile de dire quelle administration dresse ces documents. Et si l'on avance encore dans le siècle, dans les années 1260-1270, on voit apparaître de premiers livres fonciers qui décrivent en détail tout le patrimoine, les possessions, les revenus, les droits d'un seigneur. Le premier exemple est celui de la seigneurie d'Erchy, donc dans le Hainaut, à proximité des domaines des seigneurs d'Audenarde. Cencier qui est certainement élaboré dans la foulée de grandes entreprises similaires initiées par l'administration flamande, hein, qui décide au milieu des années 1260 d'établir ce type de document pour l'entièreté du comté de Hainaut, qui est sous contrôle flamand, et également pour le comté de Namur, qui vient lui aussi de passer dans l'escarcelle flamand. Donc il y a sans doute là une impulsion princière plus directement démontrable. À la décennie suivante, naît ce document que vous connaissez peut-être, parce qu'il est richement illustré, on le retrouve du coup dans tous les manuels d'histoire médiévale, hein, qui est ce qu'on appelle le vieux rentier d'Audenarde, hein, milieu des années 1270, je vais y revenir brièvement. Donc une documentation variée, complète, qui voit le jour progressivement dans toute la première moitié du XIIIe siècle. Voilà, je m'arrête là pour cette documentation sur laquelle évidemment on pourrait s'arrêter longuement pour passer à ce qui est somme toute la suite logique à partir du moment où voilà, les chartes échangées, reçues s'accumulent dans le chartrier, où des documents de gestion de type féodal, domanial, comptable, autres, s'accumulent, se pose la question évidemment de leur conservation, de leur utilisation, de leur manipulation à des fins administratives et autres. Le moment des origines, toujours, donc en combinant différents éléments, des sources qui sont assez inégales, hein, cela va d'épaves de chartriers à des cartulaires très sélectifs ou mutilés, à des cartulaires plus complets dont on peut espérer qu'ils reprennent tout ou partie du chartrier, voire au cas, mais qui est unique malheureusement, du chartrier très bien conservé en original, donc des seigneurs de Béthune. On peut se faire une idée du moment où le réflexe de la conservation des documents reçus ou produits en interne s'est mis en place. Et de manière assez générale, ce sont les décennies 1160, 1170 à 1200, 1210 qui sont pointées dans la documentation conservée. Donc toujours ce même moment, hein, où on voit la production diplomatique se développer, on voit apparaître ces clercs, on voit se développer cette documentation administrative, et à peu près finalement en même temps, on se soucie de garder trace, hein, de tout ce qui
passe dans les mains de l'administration seigneuriale. Si l'on veut suivre les rythmes d'accroissement de ces petits fonds comtaux seigneuriaux, on est évidemment très prisonnier de ce qui est conservé. Il y a une autre belle pépite documentaire, elle aussi un peu extérieure à mon ère d'études, mais pas tellement. Pépite dont vous avez peut-être entendu parler, hein, c'est le petit chartrier des comtes de Beaumont-sur-Oise, qui, par chance pour nous, a été fossilisé très tôt, hein, dans les années 1220, quand ce petit comté de Beaumont-sur-Oise est passé dans le domaine royal, avec ses archives qui sont entrées dans la série J, hein, c'est le J168 des archives nationales. On a à la fois maintenant les originaux dans cette série J et un inventaire, hein, qui a été établi par l'administration de Philippe Auguste sur le vif, hein, qui liste cette trentaine de documents, c'est modeste, hein, les comtes de Beaumont-sur-Oise avaient en tout cas, dans un noyau de documents pérennes, cette trentaine, une dizaine d'autres qui sont restés dans une abbaye, hein, abbaye où se trouvait peut-être tout simplement ce petit chartrier, qui nous montre à nouveau un démarrage en douceur, hein, dans les années 1160, 1170, le début de l'amorce d'un essor dans les premières années du XIIIe siècle, et puis évidemment le coup d'arrêt avec la disparition de ce comté autonome. On peut établir des courbes comparables essentiellement pour le chartrier de Béthune, hein, conservé en original, et pour Picquigny, hein, à la faveur d'un cartulaire du milieu du siècle à nouveau, qui semble avoir figé tout de même une bonne partie des archives de la seigneurie. Vous voyez, dans un cas, c'est 190 documents jusqu'au milieu du XIIIe, dans l'autre 124, aussi jusqu'à 1249-1250, avec le même constat, un démarrage timide dans les dernières décennies du XIIe siècle et tout de même une accélération nette, hein, dans les 3 premières décennies du XIIIe siècle, avec un pic dans les années 1220 que l'on retrouve souvent et donc il y a souvent des explications différentes, on va le voir, mais qui est quand même assez systématique. Donc, véritablement un changement de perspective dans les premières décennies du XIIIe siècle. On pourrait comparer ces courbes à celles qu'on observe au niveau supérieur de la hiérarchie laïque ou dans le domaine ecclésiastique dans une moindre mesure. Hein, inutile de vous rappeler longuement, hein, les origines du trésor des chartes des rois de France, hein, qui ne démarre pas non plus avant les années 1190, même si bien sûr il prend un essor rapide. Il y a un différentiel quantitatif important évidemment avec les petits fonds que je viens de vous montrer. Ces chartriers seigneuriaux de la première époque ont des accents thématiques, je dirais, assez différents d'une seigneurie à l'autre, qui témoignent sans doute du souci de répondre à des préoccupations très locales et une approche différente en tout cas du phénomène de l'archivage. Cet accent peut être féodal, financier, familial, ecclésiastique dans le cas des archives des comtes de Beaumont-sur-Oise. C'est frappant, c'est surtout une documentation dans laquelle on voit les comtes interagir avec les abbayes environnantes, proche donc assez traditionnelle. Dans le cas de Béthune, voici, alors en classant très grossièrement le contenu des actes par catégorie, ce à quoi on aboutit. Les relations avec l'Église, on ne s'en étonnera pas, dans un fonds laïque, sont non pas la portion congrue, mais ramenées à de plus justes proportions.
plus étonnant, la coloration féodale de ce chartrier n'est pas très poussée, alors qu'on a par ailleurs ces listes de 200 vassaux des seigneurs de Béthune. Donc on ne passe pas encore par la diplomatique pour gérer les relations avec les vassaux. C'est un chartrier familial. D'ailleurs, il y a des cadets du lignage. On voit aussi les sous-archives des collatéraux qui sont centralisées dans les archives seigneuriales, celle du chef de lignage, si vous voulez. Mais le gros volet, ce sont des documents à caractère financier. C'était peut-être une spécificité de ce fonds. On trouve dès les années 1210-1220 un grand nombre de cautions financières. Donc les seigneurs de Béthune sont très souvent sollicités par l'aristocratie de la région pour servir de caution dans le cadre de prêts qu'ils contractent auprès des grands banquiers de l'époque, à savoir les bourgeois d'Arras. Les seigneurs de Béthune, je ne l'ai pas dit, sont en rapport étroit avec Arras. Ils sont les avoués de la grande abbaye Saint-Va d'Arras. Et que ce soit leurs vassaux, leurs parents, voire leurs seigneurs, on s'adresse à eux pour produire ces garanties financières, très certainement exigées à la base par les prêteurs, qui voulaient des garanties écrites. Ce qui est plus étonnant, c'est que assez systématiquement, les seigneurs de Béthune ont voulu conserver ces documents après le remboursement du prêt et donc l'extinction de leur valeur, de leur intérêt juridique. Et on peut se demander si on n'a pas déjà là une petite dimension mémorielle dans la conservation archivistique, le fait d'accumuler dans leur chartrier ces documents scellés, vous voyez la place du sceau sur ces tout petits documents, accumulés, de constituer une sorte de galerie du réseau des seigneurs de Béthune, réseau de parenté, réseau féodal, qui trouvait ainsi une concrétisation assez directe. On ne retrouve pas ce type de documents dans d'autres fonds, sans doute parce que justement, de par leur caractère éphémère, ils ont été éliminés par la suite. J'en ai quelques traces dans le chartrier des comtes de Namur, qui est un chartrier perdu en grande partie, dont on a un inventaire des années 1260, mais qui présente encore l'un ou l'autre de ces documents dans lesquels, là, ce sont les comtes de Namur qui jouent le rôle de caution financière. Donc on a sans doute tout un flux documentaire à caractère financier largement perdu, qui devait avoir un pendant dans les archives des banquiers, des bourgeois concernés, archives privées ou publiques d'ailleurs, dont le naufrage est absolument total. On n'a qu'un écho en creux dans un chartrier comme celui des seigneurs de Béthune. Je vous le disais, à Béthune, la couleur féodale est peu présente dans la documentation diplomatique, mais tout de même, on a certains actes d'une concision déconcertante qui montrent qu'on est quand même déjà dans des procédures très, très routinières. Ici, voilà, un vassal qui reconnaît tenir en fief tel fief du seigneur de Béthune, et on ne s'encombre guère de formules. On a la sensation d'un écrit qui se banalise très fortement dès les années, on est là dans les années 1220. En revanche, à Piquigny, la dimension féodale est-elle tout à fait prépondérante. On sent que c'est le souci premier des seigneurs de Piquigny, c'est garder le compte de leur clientèle vassalique et des services effectifs ou symboliques que celle-ci lui devait. Je vous ai déjà parlé du rôle de la fin du XIIe qui est à l'origine d'une véritable chaîne documentaire multiforme, sans cesse ravivée, modifiée, perfectionnée dans tout le courant du XIIIe siècle. C'est assez étonnant. Donc très vite, la formule du simple inventaire a été abandonnée au profit d'actes individuels, actes d'aveu, de reconnaissance, sollicités de chaque vassal. Alors c'est un fatras de documents dans lequel il est difficile de s'y retrouver. Je crois
pouvoir dire que ces documents étaient sollicités périodiquement par les seigneurs de Piquigny de leurs vassaux, donc dans le cadre de campagnes systématiques de récolte d'actes d'aveu, et à chaque campagne, on renouvelait non pas l'ensemble des aveux, mais les aveux des vassaux qui avaient succédé entre-temps à leurs prédécesseurs, histoire d'avoir un document up-to-date au nom du vassal vivant et occupant le fief. Il y a une telle campagne dès 1210. Alors la forme adoptée en 1210 est celle, vous le voyez, du chirographe. Et cette forme du chirographe se maintient durant tout le XIIIe siècle. On remplace simplement le document en changeant le nom du vassal, parce que les obligations vassaliques, elles, sont tout à fait figées, et c'est le but de l'opération d'ailleurs, maintenir notamment ces services de garnison au château de Piquigny extrêmement lourds, plusieurs mois sur l'année, qui deviennent au fil du temps virtuels, et que l'on veut conserver virtuellement à travers l'écrit. Vous voyez ici, on est dans les années 1270 et la musique est toujours la même. Vient ensuite un moment beaucoup étudié par les médiévistes depuis quelques décennies, qui est celui de ce qu'il est maintenant convenu d'appeler la cartularisation. Eh bien, cette cartularisation méconnue dans le domaine seigneurial existe également, et ce, dès le milieu du XIIIe siècle, notamment à Piquigny. Je sous-titre l'ombre de Maître Quentin parce qu'effectivement, on retrouve un de ces clercs dont les prédécesseurs apparaissent à la fin du XIIe siècle, un de ces clercs qui apparaît dans la documentation à partir de 1250, que l'on peut suivre pendant un quart de siècle et qui, vous allez le voir, va parcourir le nord de la France pour mettre ses talents au service de différentes cours seigneuriales. L'histoire ici démarre à Piquigny, donc dès le milieu du XIIIe siècle, les sires de Piquigny, ou en tout cas leurs administrateurs, ont éprouvé le besoin de mettre de l'ordre dans la documentation qui s'accumulait au château de Piquigny. Documentation qui, j'oubliais de le dire, donc tous ces actes d'aveu, mais on le devine évidemment, ne sont pas produits individuellement et avec les moyens du bord par chacun des vassaux concernés, mais par les clercs du vidame qui réalisent eux-mêmes ces documents et qui auto-alimentent en quelque sorte le chartrier seigneurial. Donc, milieu du XIIIe siècle, est déjà dressé un premier cartulaire de la seigneurie, que l'on peut dater de 1250 tout simplement par la date des actes les plus récents qui y sont consignés. Un cartulaire que voici, donc un document soigné, mais pas non plus particulièrement spectaculaire, donc une mise en page très dense. Voilà, le souci est celui de l'efficacité documentaire avec des rubriques à l'encre rouge, donc quelque chose d'assez classique. L'auteur de ce cartulaire, chose rare et surprenante, s'identifie dans une des tables dont il a pourvu son cartulaire, Hic incipiunt rubricae cartarum Pinconiquas Quintinus Cumpilavit. Alors ce Quintinus a donné à son cartulaire une structure tout à fait caractéristique des préoccupations seigneuriales du temps. Donc vous voyez dans la partie principale, qui est la deuxième, il a classé d'une part tout ce qui concerne, c'est le 2.1 et le 2.2, tout ce qui concerne le domaine direct, je vais dire, et d'autre part ce qui concerne les services militaires. Les stationnaires, ce sont ces services de garde au château de Piquigny. À l'intérieur des documents domaniaux, il fait la part de ce qui entre et de ce qui sort, en quelque sorte. Les acquisitions, effectivement, le seigneur de Piquigny, dans les années 1240, a une
cette politique de remembrement assez systématique de sa seigneurie, dont le cartulaire rend très bien compte. Et puis, il a dressé une liste ce n'est pas long, une quinzaine de documents, qui ne sont pas des documents reçus par les seigneurs de Piquigny, mais donnés par eux dans la première moitié du XIIIe siècle. Il n'a pas recopié ces documents. Je ne sais pas si ça peut-être. Alors, je ne pense pas qu'on ait perdu ces copies. Il n'a peut-être pas eu le temps de les copier ou pas souhaité le faire. Donc, on n'a plus que cette liste. Ces documents sont perdus. J'en ai juste retrouvé un qui est c'est le numéro. Je ne le retrouve pas. Le numéro 8, donc, qui est une charte de franchise donnée par le seigneur de Piquigny au village de Molien en 1209, et dont Quentin a peut-être eu le projet de prendre une copie dans ce cartulaire. Vous verrez que cette démarche va rencontrer un écho par la suite. Alors le contexte dans lequel ce cartulaire voit le jour peut être reconstitué. Le seigneur de Piquigny, Gérard III, vient de mourir. Il laisse derrière lui une veuve, donc une certaine Mathilde de Crèque, qui vient de la bonne aristocratie artésienne. Sa mère était fille du comte de Guines, donc on est toujours dans le même milieu. Elle se retrouve à la tête de la seigneurie avec un nourrisson qui sera majeur au milieu des années 1260. Et jusque-là, elle est dame de Piquigny et vidamesse d'Amiens. Les seigneurs de Piquigny sont les avoués en quelque sorte, donc des évêques d'Amiens. C'est l'origine probablement de leur fortune. Et on peut supposer qu'elle a fait faire ce cartulaire pour l'aider à prendre les rênes de la seigneurie qui lui tombait d'un coup entre les mains. Ou peut-être pour gérer cette seigneurie à distance, parce qu'elle se remarie très très rapidement avec le seigneur d'Audenarde de l'époque, Jean Ier de Pamel-Audenarde, et donc on peut penser que l'objectif a aussi été d'emporter ce cartulaire en Flandre pour pouvoir gérer la seigneurie à distance. Il y a différents indices qui montrent que Quentin a travaillé extrêmement vite pour produire ce cartulaire, peut-être dans la perspective de ce départ. Voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. Je vais maintenant poursuivre et achever mon exposé en présentant rapidement la suite de la carrière, de la production de ce même Quentin, qui va accompagner sa patronne en Flandre, à Audenarde, où on va manifestement lui demander, une dizaine d'années plus tard, de produire un cartulaire de la seigneurie d'Audenarde. Il ne s'identifie pas dans ce deuxième cartulaire, mais la main est la sienne. Cartulaire extrêmement intéressant, dont je pourrais vous parler longtemps, mais je vois que le temps file. Cartulaire intéressant tout d'abord, et ce n'est pas désagréable parce qu'il a été décoré sur ordre sur les instances de Quentin, donc par un enlumineur de qualité, auquel Quentin a laissé des instructions à la pointe sèche en marge, mais je ne m'y arrête pas malheureusement. J'en viens plus sèchement à la structure du cartulaire, structure qui ne peut pas être reconstituée complètement parce que de ce gros cartulaire de 132 folios à l'origine, on a une foliotation médiévale, malheureusement toute la partie centrale, 80 folios, ont été arrachés au XIVe siècle, sans doute à l'époque où on a démembré la seigneurie d'Audenarde entre les comtes de Flandre et les comtes de Hainaut, mais on devine tout de même une structure qui rappelle assez fort celle de Piquigny. Vous le voyez donc dans la deuxième partie avec à nouveau un
partage entre ce qui est acquis, emsionné, ce qui fait qu'au DMtis, et ce qui d'autre part est abandonné, avec une partie féodale aussi visiblement, mais en grande partie disparue. L'aspect le plus intéressant en fait de ce cartulaire, c'est que ce n'est pas uniquement un cartulaire, c'est un cartulaire registre rétrospectif. Donc la partie charte reçue qui était restée tout à fait embryonnaire à Picquigny est ici développée par Quentin, et elle est heureusement conservée de manière complète. Donc il recopie, avant même les recepta, comme il les appelle, les chartes reçues, une série de data, c'est le nom qu'il leur donne, de chartes données par Jean d'Audenarde et son prédécesseur, Arnoul IV d'Audenarde. Donc cette partie comprend une cinquantaine de documents, je m'y arrête un petit instant. Donc vous voyez quelques documents donnés par le père de Jean, puis une série de documents émanant de Jean lui-même qui forment des dossiers de fondation d'un hôpital créé par Jean et sa mère, fondation d'une chapelle, etc. Et aussi un lot cohérent de 26 actes pour des destinataires laïcs essentiellement, très ramassés dans le temps, 1253-1261. Il s'agit là manifestement d'une procédure d'enregistrement, donc je pense, enfin j'ai pu le montrer, à partir du moment où il est actif à Audenarde, Quentin, qui est impliqué dans la petite chancellerie du seigneur d'Audenarde, on va le voir, va tenir les minutes des actes qu'il délivre ou qu'il fait délivrer au nom de son patron, les empiler dans un coin et manifestement les recopier dans le cartulaire de 1260. Donc voilà ce que ça donne distribué dans le temps. C'est un tout petit nombre de documents, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce réflexe d'enregistrement, qui est quand même une procédure qui ne se généralise qu'au XIVe siècle dans les plus grandes chancelleries princières, donc une démarche tout à fait moderne, je dirais, à son époque, pas inexistante mais peu répandue, est ici mis en œuvre, adaptée à l'échelle seigneuriale. En fait, et cela une étude récente l'a montré, l'enregistrement est pratiqué par les comtes de Flandre à partir des années 1260. Quentin a été en contact avec l'administration flamande dans le cadre de la gestion des affaires des seigneurs d'Audenarde. Il a même tracé un acte confirmatoire de la comtesse de Flandre, confirmation d'un don du seigneur d'Audenarde à l'hôpital de Lessines. Donc il a un contact assez étroit et on peut penser qu'il y a un jeu d'influence avec la chancellerie flamande. Quentin, de gardien d'archives, se fait aussi rédacteur de chartes à Audenarde. Donc j'ai retrouvé 7-8 originaux écrits de sa main. Il est en fait, donc pour la période d'activité dans ce cadre-là, 1258-1274, grosso modo, il est le scripteur du tiers des originaux conservés, ce qui, pour le coup, là, est tout de même assez significatif. Je n'insiste pas, je vous montre un seul acte de sa main, qui est en fait l'acte de doueur de Mathilde de Creq, sa patronne. Il est à l'origine le secrétaire privé de Mathilde de Creq, qui l'emmène dans ses bagages. Il s'impose peu après son arrivée à Audenarde, ce qui est tout de même remarquable, comme le gestionnaire principal des affaires du seigneur d'Audenarde. On lui confie les archives, on lui confie la confection des actes, et on lui confie manifestement, de manière plus générale, l'administration du domaine seigneurial, sans doute aussi la gestion proprement financière, on le voit dans certains actes, et dans ce vœu rentier d'Audenarde auquel je reviens. Vous voyez deux mains, il y a la sienne d'une part et celle
celle plus posée d'un autre scribe qui, en fait, bon, je ne vais pas vous refaire la démonstration, a travaillé sous ses ordres. Hein. Ce vieux rentier d'Audenarde, c'est Quentin qui l'a pensé, qui a organisé les relevés de terrain préliminaires, qui a contrôlé le travail de mise au net de ce scribe qui est son adjuvant. Il a corrigé son travail, il l'a complété, il a établi des sommes de sa main en fin de chapitre. Hein, il utilise des abréviations qui montrent qu'il a une familiarité poussée avec les écritures comptables. Et il a de surcroît fait décorer ce rentier, ce qui l'a rendu célèbre. Hein, vous voyez, les notations en marge sont en fait des instructions de sa main destinées au dessinateur qui a rehaussé le manuscrit. On pourrait réfléchir longuement sur les fonctions de l'image dans ce type assez inhabituel, hein, présence d'image dans un document administratif. C'était sans doute en partie pour le rendre plus appétissant aux yeux de ses patrons, de ses commanditaires, exactement comme il le fait pour le cartulaire une quinzaine d'années plus tôt. Voilà, je m'arrête là pour le vieux rentier d'Audenarde. Voilà quelques illustrations pour vous mettre en appétit. Si vous voulez le consulter, c'est très facile. Vous allez sur le site de la Bibliothèque royale de Belgique où il est maintenant conservé. Il est intégralement numérisé, donc vous pourrez le feuilleter à souhait. On avait, dans les années 30, mis en relation ce vieux rentier d'Audenarde avec un document qui, a priori, n'avait rien à voir avec lui, qui est un rentier, un terrier, comme on l'appelle, des évêques de Cambrai, de l'évêque de Cambrai, tout à fait contemporain, milieu des années 1270. On l'avait comparé au vieux rentier d'Audenarde parce qu'il est lui aussi décoré, donc ce qui m'avait poussé à aller le voir. Voilà ce document. J'y ai tout de suite reconnu évidemment la main, hein, il est entièrement écrit d'une seule main, qui est celle du collaborateur de Quentin. Conclusion, c'est une équipe de clercs seigneuriaux venus d'Audenarde qui a produit ce document épiscopal, ce qui est a priori surprenant. Cambrai est tout de même un des grands centres intellectuels et administratifs du nord de la France. Voilà ces illustrations qui ont poussé au rapprochement. Elles sont d'une autre main, elles sont plus naïves, mais voilà, la démarche est la même, hein, démarche d'illustration. On retrouve la main de Quentin dans le document. Il a aussi corrigé le travail de son clerc, il a établi les sommes finales, etc. Voilà, je n'ai pas du tout le temps de vous expliquer le contexte dans lequel ce transfert de technologie d'un centre seigneurial vers un centre ecclésiastique se produit. Hein. L'évêque du moment est en conflit avec son chapitre cathédral et il fait appel à sa parenté pour le soutenir. Et dans sa parenté, il y a Mathilde de Crèque qui a décidé de lui envoyer à la rescousse, donc une équipe de ses clercs. C'est ainsi que la chose, à mon avis, s'explique. J'en viens à quelques mots de conclusion, peut-être un peu en vrac. Donc, en un siècle et demi, on voit que cette aristocratie septentrionale entre de plein pied dans la logique de l'écrit, sans véritable différentiel chronologique, hein, c'est un des éléments que je voulais vous montrer, chronologique ou typologique, avec ce que l'on peut observer au niveau mieux connu, mieux documenté de la monarchie ou d'administration princière. On a affaire à une différence d'échelle, mais justement, je pense que cette petite échelle à laquelle on travaille dans des seigneuries ou des petits comtés est peut-être plus favorable à l'expérimentation documentaire que le travail qui devait forcément être accompli à grande échelle dans des chancelleries royales ou princières. Et puis, c'est tout simplement, ces petits centres d'écriture seigneuriaux sont infiniment plus nombreux que les chancelleries dites supérieures, et du coup, mais voilà,
les possibilités de bonnes idées se multiplient d'autant. Le mérite des barons septentrionaux est avant tout, je pense, de chercher à recruter, donc d'une part tout à fait conscient de l'importance de l'écrit, et de chercher à recruter des administrateurs de talent, qui rivalisent avec les meilleurs agents princiers ou ecclésiastiques. Ces administrateurs, eux, excellent à adapter le savoir-faire scripturaire hérité des siècles antérieurs aux nécessités de l'exercice du pouvoir laïque, comtal, seigneurial et à la gestion seigneuriale. Alors reste des questions ouvertes, bien sûr. La première est de savoir si ces élites septentrionales, comme je tends à le suggérer, sont vraiment en avance. Je pense que oui, à certains égards, même si les matériaux manquent dans l'état actuel des recherches pour effectuer des comparaisons tout à fait convaincantes. Il y a en tout cas dans ce nord de la France deux aiguillons spécifiques pour un développement de l'écrit seigneurial, je crois. C'est d'une part, je l'ai dit, le contact avec l'Angleterre, qui joue un rôle peut-être déclencheur, cette nécessité de communiquer avec l'île et son administration, le contact aussi avec les élites urbaines, friandes, elles, de garanties écrites. On le voit très bien dans le chartrier des seigneurs de Béthune, en rapport avec Arras. Alors une autre question, et c'est par là que je terminerai, c'est celle de la formation de ces clercs, sur laquelle on n'a absolument pas d'indice direct. Il faut sans doute distinguer l'éducation, la formation initiale qui a dû se dérouler dans les circuits traditionnels, les écoles monastiques, cathédrales, même si on a mention à Rethel, dès les années 1170, d'une schola castri, tenue par les moines de Saint-Remy de Reims, alors école que le comte fait fermer, on voudrait savoir pourquoi, mais voilà. Donc éducation initiale, et puis une formation aux techniques de gestion seigneuriale proprement dites, qui très certainement a été la plupart du temps acquise sur le tas. Quentin, par exemple, je pense qu'il a reçu une formation initiale à l'école cathédrale de Cambrai, mais je ne l'écrirai pas parce que c'est juste une intuition. Mais en revanche, ça ressort très nettement du cartulaire, il a certainement bénéficié d'un apprentissage sur le terrain auprès des magistries qui l'ont précédé à Piquigny, et dont il a assimilé parfaitement les techniques. Et puis, là, c'est un savoir de seconde main, mais il semblerait que l'université d'Oxford, dès le milieu du XIIe siècle, ouvert une école de formation de gestionnaires que certains clercs du nord de la France ont pu fréquenter. Voilà, je vous remercie à la manière de Conon de Béthune devant sa dame, en implorant surtout votre merci au moment d'entendre vos questions. Merci. Oui, c'est l'objet de la première partie du livre de Martin Aurèle, toute cette trace d'initiation à la pratique de l'écrit, de la lecture, au sein de la noblesse, voire d'assimilation plus ou moins poussée du latin. Voilà, moi je n'ai pas d'indice de ce type dans le petit échantillonnage de seigneurs sur lequel je me suis concentré, mais il y a, on
on a des éléments par ailleurs de seigneurs de Gerberoy ou de petits barons anglais qui prennent eux-mêmes la plume pour gérer leurs affaires. Il y a malgré tout Conon de Béthune qui lui se fait poète, mais non, pas tellement. Je suis convaincu que la plupart des barons que j'ai évoqués avaient une certaine accointance directe avec l'écrit, mais n'est pas démontrable. Vous avez montré un tableau où tous les clercs étaient désignés comme cléricus, sauf un pour Audenarde qui était désigné comme notarius. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut y voir une différence? Est-ce qu'il y avait des tabellions? Non, pas du tout. C'est une des raisons pour lesquelles ces mentions dans des listes de témoins ou des souscriptions ont été négligées. C'est parce qu'on y trouve un vocabulaire assez flottant, cancellarius, notarius, clericus, sans que ça corresponde à une réalité bien figée. Donc, les clercs au service de l'administration flamande portent ce titre de notarius dès le XIIe siècle, alors qu'on n'est pas du tout dans une logique notariale proprement dite. Le notariat dans ces régions-là fait un retour extrêmement timide à la toute fin du XIIIe siècle. Quentin à Cambrai s'est frotté à des notaires italiens embauchés par le chapitre cathédral pour lutter contre l'évêque, mais ce sont dans la toute première mention. Est-ce qu'on peut espérer faire une comparaison entre la production de ces petites chancelleries seigneuriales et celle des établissements ecclésiastiques qui leur étaient souvent attachés, je pense au collégial, au Saint-Paul, au Béthune également. Là aussi, finalement, on est, j'ai l'impression, face à un matériau assez semblable, c'est-à-dire peu étudié, assez difficile à reconstituer, même s'il y a une stabilité plus grande, et peut-être plus de variété, aussi plus de difficulté à retrouver des mains, ce sont des impressions, des solutions identiques d'un acte à l'autre. Oui, on a des indices de support technologique, logistique venant des petites collégiales castrales ou d'une institution ecclésiastique quelconque qui entretient un lien privilégié avec le sire ou le comte. À Béthune, je pense que l'un ou l'autre magistère au service du sire vient de la collégiale castrale Saint-Barthélemy de Béthune. On sait que originellement les archives, et c'est vrai aussi au niveau supérieur, sont conservées par une institution ecclésiastique. Je dois avouer que j'ai généralement eu la curiosité de fourrager un peu lorsqu'ils sont conservés dans les fonds de ces petites collégiales ou des institutions cisterciennes parfois privilégiées, sans nécessairement y trouver beaucoup d'éléments. Tout de même pour Picquigny à nouveau, je suis désolé, je reviens sans cesse à cet exemple, mais voilà, il a la vertu de sa richesse. J'ai retrouvé la main de Quentin au dos des actes du chartrier de la collégiale Saint-Martin de Picquigny, donc la collégiale castrale. Donc il a dans les années 1260, donc il faisait l'aller-retour entre Picquigny et Audenarde manifestement. Il a retourné ses archives, il en a fait le classement, en tout cas donc il dote le verso de Regeste. Peut-être était-il chanoine de Saint-Martin de Picquigny, je n'en sais rien. Il est très difficile effectivement de récolter des éléments tangibles. Mais voilà, le lien est là, sous-jacent. Deux petits remarques au sujet des rouleaux de Corby et de Picquigny. À vrai dire, dans les années 1980, avec l'imitation de Corby
moins à cette communication du moins disons, là, il y a eu certainement une occasion, disons, qui a pu se dérouler ensuite, qui a pu faire des petites explications dans les décennies successives. Et sous l'exemple là, il y avait un contact effectivement qui a amené deux partenaires, oui, bien sûr. Et à envisager des documents, disons, de la même sorte. D'autre part, toujours au sujet de ce boulot, la main de ce boulot de Corby pourrait bien être une des mains proches d'un des critères de Corby, justement, disons, qui commence dans les années 1985 et qui ensuite se retrouve complété, modifié dans les années 1920-1930. Oui, il y a des ajouts de... Non, il pourrait être des années 1180. Mais, disons, il faudrait. Enfin, j'ai quand même l'impression surtout que c'est une main qui se retrouve davantage dans les compléments. Mais c'est vraiment une écriture qui se retrouve dans différents productions. Une simple question. Au début, il me semble que tu as récemment, effectivement, ce que rappelait le champ de la l'instant, c'est-à-dire que l'absence de standardisation est une grande diversité dans la production, disons, au nombre de. Alors, comment mettre en relation cette grande diversité avec, je dirais, l'existence de clair, d'un clair, autrement dit, imperceptible, d'une certaine manière, et est-il un porte-sel? Est-il, disons, est affecté à des écritures internes, si je dis, ou bien est-ce qu'il y a là, enfin, disons, est-ce qu'il sert à quelque chose, je dirais? Est-ce que ça m'est resté? Oui, je crois que pour les gens de l'époque, la standardisation n'est pas une valeur en soi. Ça ne les intéresse pas. J'ai envie de dire que s'ils avaient voulu la pratiquer, ils en auraient été capables. Simplement, ils n'en voient pas l'utilité. Et donc, la formule traditionnelle de la rédaction dans la plupart des cas, par le bénéficiaire, les satisfait. Et par le bénéficiaire de ce etc., la production de l'écriture au nom de ces significations. Dans ce cas-là, on revient finalement à passer. Oui, donc, alors je pense que il ne faut pas négliger le contrôle exercé par ces agents seigneuriaux durant le processus d'élaboration de l'acte. On négocie le texte, on le vérifie étroitement, j'en suis convaincu, avant d'accorder le scellement du document. Donc ce n'est pas parce que la fabrication matérielle est abandonnée aux bénéficiaires qu'il n'y a pas de participation, je dirais, active au processus. Ce qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est que dans ces corpus d'auteurs tels qu'on les reconstitue, on est évidemment dépendant de la conservation des archives des destinataires, et ces destinataires sont à 90% les abbayes, les destinataires ecclésiastiques. Or, à partir de la fin du XIIe siècle, et même avant, je pense, il y a une circulation de plus en plus intense d'écrits au sein de l'aristocratie. Donc à côté des actes destinés aux abbayes ont été produits un nombre indéterminable, mais je crois très important, de documents qui circulent au sein de l'aristocratie et qu'on a entièrement perdu. Et là, il y a un pan de l'activité de ces clercs qui nous est totalement inconnu. On en a la trace, j'ai dû aller vite, mais ces 26 actes enregistrés par Quentin à la fin des années 1250, pour faire un peu le bilan de ces dernières années d'activité, ils sont en grande partie destinés à des laïcs, le cuisinier du sire qui reçoit un petit fief, ce genre de choses. Ils sont tous perdus, évidemment. Donc ça, c'est un élément. Et puis, il y a cette activité para- ou extra-diplomatique
dans le cadre de la gestion de la seigneurie, écrite ou non écrite, participation à des assemblées judiciaires, etc., etc., dans lesquelles ces gens sont impliqués. Donc, leur palette de compétences est étonnamment étendue. On retrouve ça à un niveau supérieur. Les historiens de la Flandre parlent de hoofdclericus, donc de clerc principal, pour désigner l'agent qui fonctionne un peu comme le chef de l'administration et qui, ce sont des personnages évidemment dont on peut mieux suivre la carrière, notamment au milieu du XIIIe siècle. Et alors ils sont à la chancellerie, ils font des actes eux-mêmes, ils tiennent les archives, hein, ce sont des personnages de haut rang qui tiennent les archives, mais ils sont aussi diplomates, on les envoie à Rome pour négocier avec le pape, ils sont agents financiers, ils traitent avec les villes qui prêtent de l'argent, etc. Donc un profil extrêmement polyvalent auquel on doit prêter beaucoup plus d'attention, je crois. Voilà. Ils sont greffiers. Pardon ? Ils sont greffiers. Greffiers dans quel... Dans des affaires judiciaires. Parce que les seigneurs peuvent avoir la justice. Oui, alors on n'a pas d'archives spécifiquement judiciaires pour l'époque à laquelle je me suis intéressé. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais oui, par la bande, j'en vois certains intervenir dans des procédures, comme représentants du pouvoir comtal ou seigneurial. Mais voilà, ce sont des indices. Malheureusement, pour cette époque-là, ce sont quelques mots de latin dans une charte en général. Qu'est-ce qui explique le choix de la forme du rouleau monastique pour la clientèle de Salique ? Ce matin, je relisais dans le train les pages de Clanchy sur le rouleau. C'est assez intriguant. Oui, la problématique du rouleau et de son caractère a priori incommode. Clanchy voit une invention de la royauté anglaise. Je ne suis pas très convaincu. C'est une forme traditionnelle de présentation matérielle des documents administratifs qui plonge, je crois, ses racines, je me tourne vers Laurent, dans le haut Moyen-Âge et plus loin encore.